Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui a un parcours de vie peu ordinaire, puisque son parcours fut pavé dès son jeune âge d'angoisse, de peur, d'inquiétude, d'ennui et de danger. Toutefois, son parcours, guerre oblige, est aussi exceptionnel et hors du commun puisqu'une partie de ce parcours difficile, déstabilisant et angoissant est venue d'une des plus belles preuves d'amour inconditionnel qu'une mère puisse donner. Preuve d'amour qui fera en sorte qu'il ne verra sa mère que 6 ans plus tard. 6 ans semble une éternité lorsqu'on est loin de son enfant ou de sa mère, mais c'est assez court lorsqu'au départ, on croit qu'on ne se reverra peut-être plus jamais. Durant ce temps, c'est une nouvelle vie qui s'est offerte à lui du haut des 14 ans qu'il avait à l'époque, vie qu'il racontera dans le livre Passeport pour ailleurs, auquel il collabora en 2016. C'est aussi à travers le documentaire Seul que son histoire nous a été racontée. C'est avec l'aide de son père de famille d'accueil qu'il appelle encore papa que mon invité a embrassé le Québec et son peuple sans retenue. Aujourd'hui, technologue en radiologie depuis plus de 23 ans dans un grand hôpital de Montréal, il est persuadé que tous les immigrants ont une histoire exceptionnelle à raconter. Je reçois donc avec un grand plaisir Monsieur Afshin Kazemi. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Afshin. Bonjour. Toute une présentation. Oh, wow! C'est vraiment bien. Résumer ton histoire. Oui, c'est quasiment résumer mon histoire. Ouais. Écoute, moi, je suis vraiment contente que tu aies accepté vraiment de venir me rencontrer parce que je t'ai découvert à travers le documentaire Seul, dans lequel, justement, on relate l'histoire là, de trois, vous êtes trois, je pense, dans l'histoire de 3 immigrants. Votre parcours, quand même, assez exceptionnel, autant un que l'autre. Le tien m'a particulièrement, vraiment, est venu accrocher mon cœur de mère, est venu, je te dirais, me faire voir aussi l'immigration d'une autre façon. L'immigration d'une autre façon, de comprendre des fois ce que derrière l'immigration, certains immigrants vont vivre. Toi, ton histoire est vraiment pas ordinaire. Comme je l'ai dit justement en début, c'est qu'elle est pavée pour moi, la plus grande preuve d'amour qu'une mère peut faire à son enfant, qui est de se départir, de se détacher, pas de se détacher dans son cœur de son enfant, mais de tout faire pour lui sauver la vie et de l'envoyer dans un autre pays avec quelques moyens du bord, en espérant que quelqu'un au-delà, à quelque part, va suivre sa route. Écoute, raconte-moi ton histoire parce que je sais que c'est pas la première fois que tu la racontes. Je sais que tu l'as raconté justement dans ton livre Passeport pour ailleurs, donc que je suggère à tous, qui est un récit biographique. Ça a été repris naturellement dans le documentaire Seul. Qu'est-ce qui se passe dans ton pays au moment où justement ça arrive dans ta vie, ces deux chemins-là arrivent, là, la croisée d'un chemin qui est pour toi, qui a été décidé par tes parents, ta mère, entre autres. En réalité, c'est que, vous le savez, quand on était en guerre dans les années 80 avec Irak, puis en pleine guerre, j'ai perdu 2 de mes cousins. Puis moi, j'étais un gars qui était un peu difficile à contrôler, si vous voulez. Moi, je voulais absolument... J'avais hâte d'avoir 18 ans pour aller à la guerre, pour venger mes cousins qui étaient décédés. Puis c'est ça, souvent, le monde, il demande, mais pourquoi toi en particulier, que tes parents, ils t'ont laissé partir? Parce que j'ai un frère plus vieux que moi, il y a 2 ans et demi plus vieux que moi. Puis, important, le service militaire, lui, il fallait qu'il y aille bien plus tôt que moi. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que moi, je voulais aller à la guerre. Puis mon frère, c'est un gars super prudent. Même s'il allait en service militaire, c'est pas lui qui allait courir au front. Sur les mines. Là. Puis moi, contrairement, je rêvais, j'attendais 18 ans pour partir. Puis peu importe, mes parents, ils me disaient, Afshin, c'est pas une joke, puis tout ça. Moi, je pensais que j'étais intouchable. Je pensais, comme je disais dans mon livre, je pensais que j'étais comme Superman, il n'y a rien qui peut m'arriver.
Puis finalement, ils ont vu que j'étais vraiment sérieux. Puis si je reste en Iran, c'est sûr que je vais mourir. Parce que même des fois, ma mère, elle avait peur. Elle dit, on avait peur des fois que, quand j'étais venu au Canada, elle dit, des fois, on avait peur que sur le chemin d'école, tu t'en allais pour t'inscrire, pour aller à front. Puis le fait qu'on avait perdu beaucoup des Iraniens dans la guerre, ils commençaient à recruter quand même assez jeunes aussi. Même à 16 ans, ils pouvaient le prendre. Des fois, on en voit on a vu des enfants de 9-10 ans avec des... Dès que tu as la force de tenir les armes, là, c'est ça. C'est à cause de vraiment la guerre, puis le fait que je voulais battre pour mon pays. C'est pas une mauvaise chose, mais moi, j'avais vraiment une tête très dure, puis je voulais faire. Fait que, ils ont décidé de faire ça, mais avant de décider de faire ça, ils ont fait leur recherche. Quel pays c'est mieux pour Afshin? Comment on va y faire pour l'envoyer? Puis heureusement pour moi, un des amis de mon père, son fils était déjà venu au Canada. Il habitait à Montréal. Puis sans que moi je sache, eux autres, ils ont discuté. Puis pourquoi Québec? Parce que aussi, c'est grâce à lui, il avait dit qu'à Montréal, à Québec, on parle français et anglais. Fait que c'est une langue riche. Puis, puis aussi, la manière qu'il a quitté l'Iran pour se rendre jusqu'au Canada, ça prend un passeur. Je ne sais pas si le monde, ils savent c'est quoi le passeur, le rôle de passeur. C'est quoi un passeur? Explique-nous ça. Mais le passeur, c'est le monde qu'on paye, puis il vous fait des fausses papiers pour passer les frontières. Donc, c'est pas légal, là. C'est sûr exact. Que c'est pas légal. C'est une question de survie. Puis Tu prends pas j'avais pas de passeport. Ça prenait un passeur. Mais malheureusement, la plupart des passeurs, c'est plus facile et plus économique pour eux autres de prendre ton argent, puis ils t'amènent jamais à destination. La destination, c'est des arnaqueurs, là. C'est ça. C'est souvent, des fois, vous attendez, malheureusement, il y a certains immigrants il y a un bateau qui a été coulé, puis ils sont morts. C'est fort possible, c'est le passeur, parce que pour lui, débarrasser d'autres autres, c'est plus facile qu'il les rende jusqu'à destination, puis fait qu'il a fait son argent déjà. Il a fait son argent. Fait que c'est très, très risqué de choisir un passeur. Puis heureusement pour nous autres, mes parents, ils connaissaient les passeurs qui a déjà fait l'épreuve qui menait à terme. Oui, il prenait quand même à cœur, même si c'était pas légal, il prenait l'argent, mais il s'assurait que les gens Fait qu'on avait déjà une bonne chance pour que j'arrive au Canada. Que ça réussisse. Mais tout le monde peut changer, hein? C'est toujours risqué pareil. Oui, puis il n'est pas là jusqu'ici, lui, là. Il t'accompagne un certain bout, mais après ça, il y a d'autres étapes. Oh, oui, parce qu'il n'arrivera jamais jusqu'au Canada, là, parce qu'il y a d'autres mondes, il est très occupé, puis justement, quand j'ai arrivé d'Iran en Turquie, l'histoire quand même, c'est... Souvent, les mondes sont curieux de savoir ouais, comment tu as fait pour venir ici. Mais moi, je dis, c'est bizarre parce que c'est super important de savoir qu'est-ce qui arrive quand tu arrives ici. Parce que le cheminement, OK, c'est dur, c'est très difficile. Moi, ça me prit 2 mois. Justement, il fallait que j'attende 1 mois le passeur avant qu'il arrive en Turquie pour me voir parce que il y avait d'autres jeunes avant moi qui passaient la frontière. Fait que le passeur, lui, il n'est pas en Iran, il est en Turquie. En Turquie, OK. Oui. Donc, tu te rends là, puis tu attends dans un endroit que c'est ton tour. C'est ça, mais c'est ça. Il y a un hôtel il sait que les clients sont là. Puis moi, je pensais que j'étais tout seul, mais rendu en Grèce, j'ai vu qu'on était comme 30 de personnes. En tout cas, c'est... Puis là, tu as 14 ans, il y a des hommes, il y a des adultes, puis ça, mais des jeunes comme toi de 14 ans, il y en a-tu pas mal ou tu es pas mal le seul? Dans notre groupe, non. Mais quand j'arrivais ici au Canada, il y avait un camp qui s'appelait Matri. OK. Si je crois bien. Il y en avait au moins 5, 6. Il y avait une fille salvatorienne qui avait 17 ans, puis 2 Africains, un Turc, puis moi. Mais donc là, tu es en Turquie, puis tu attends 2 mois avant de pouvoir... 1 mois. 1 mois, OK. 1 mois en Turquie avant que le passeur y vienne. Puis c'était
Mais en fait, je ne veux pas raconter tous les livres parce que je veux garder quand même les oui, c'est ça. Oui, certainement. Mais c'était assez difficile, ce mois-là, parce que j'ai jamais été tout seul dans ma vie. Puis tu as 14 ans, là. C'est ça. Puis j'étais jamais tout seul. J'avais jamais voyagé. J'ai toujours rêvé de voyager parce que mes parents, ils voyageaient beaucoup en Europe, puis ils nous amenaient jamais, malheureusement. Puis quand ils revenaient, ils racontaient comment le monde était. Puis ma mère, elle disait toujours que le ciel de chaque pays, c'est une autre couleur. Puis moi, j'étais tellement jeune que je pensais, mettons, si j'en vais en Turquie, peut-être le ciel est jaune, tu sais. Mais j'avais pas compris qu'elle voulait dire que les cultures, la façon d'habillement des mondes, tout est différent. Fait que moi, arrivant en Turquie, la première chose que j'ai faite, je regarde le ciel, mais je vois, c'est bleu encore, mais d'après moi, c'est pas assez loin, le Turquie. Peut-être en Grèce, c'est une autre couleur. Fait qu'en arrivant... C'est drôle la perception d'un enfant, hein, des mots des parents. Imaginez-vous, j'étais tellement jeune que j'avais même pas compris ça, puis j'avais tellement pas voyagé. Mais là, l'affaire, c'est que tout le cheminement d'Iran en Turquie, c'était comme un rêve pour moi. Oui. Mais arrivé dans le petit motel bien sale, quand j'ai ouvert la porte, puis là, je vois le lit, puis c'est là qu'on dirait que quelqu'un m'a réveillé, puis là, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Ouais. Tu sais, je suis pas chez mon voisin qui... Si ça va pas bien, je peux retourner. Là. Si je suis malade, il n'y a personne qui va s'occuper de moi. Tu peux pas retourner en arrière. Non, j'ai jamais lavé mes linges. Jamais allé à l'épicerie acheter des affaires pour moi-même. Fait que, écoute, j'ai pleuré toute la nuit. Je disais non, je serais jamais capable, jamais de faire ça tout seul. Là. Mais le problème, c'est que mon père, c'est un gars très dur. C'est un gars que... pourquoi je dis ça? Parce que mon frère, il avait coulé 1 an, puis pendant 1 an de temps, il a dit « Ah, t'étais pas bon, Puis moi, je dis, si je retourne en Iran, toute ma vie, il va me dire « Ah, on a dépensé, malgré qu'on a dépensé beaucoup d'argent, tu es revenu comme un petit enfant, tu as pleuré, puis tu es revenu, puis tu dis « Ah, je suis pas capable. » Je dis « Ah non, je ne vais pas endurer ça. » Fait que, on va y aller. Et qu'après 1 mois, le passeport il est venu, il a fait, je l'ai payé, il a fait le passeport illégal. Dans mon cas, c'était un passeport d'Arabie Saoudite avec un autre nombre de personnes. Il a boosté mon âge pour pouvoir voyager justement tout seul. Puis de Turquie, j'étais allé en Grèce en autobus. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y avait un petit problème dans le passeport qu'il a fait parce qu'à chaque frontière qu'on passait, la police, ils nous regardaient drôlement. Puis justement, pour quitter la Turquie, je n'ai pas eu de problème. Mais arrivant en Grèce, ils ont ramassé les passeports pour être entrer en Grèce. Puis tout le monde a reçu leur passeport sur moi. Fait que moi, je commençais à être inquiet. Il y a un officier qui est venu, il m'a dit « Viens avec moi ». Il m'a amené dans une pièce, puis ils m'ont mis un traducteur arabe. C'est que la plupart du monde, ils ne savent pas. En Iran, on ne parle pas l'arabe, on parle perse. C'est tout à fait différent. C'est comme français puis anglais. Fait qu'imaginez-vous, vous avez un passeport, mettons, d'Espagne. Mais vous ne parlez pas espagnol. Puis vous mettez un traducteur espagnol, puis il dit « OK, parle-y en espagnol si tu parles espagnol ». Fait que, pour qu'il puisse traduire. Mais oui, fait que là, je pense que mon âge, mon jeune âge, ça m'a aidé à dépasser cette partie-là parce que tu avais l'air un petit peu... Si c'était aujourd'hui, écoute, dès que je voyais un traducteur, je dis écoute, amène-moi, là, je suis pas... Non. Mais le fait que je prends ça comme un jeu, si tu veux, tu sais, j'étais un gars qui est, même encore, je niaise beaucoup, tu sais, fait que je prends ça tout à la légère. Fait que le gars, il m'a dit bonjour, puis ça sonne la même chose qu'iranien. Il dit salam alaikum, fait que je dis alaikum salam, tu sais. Puis il m'a dit assis-toi, je vois les signes comme quoi il m'a dit assis-toi, fait que je me suis assis, puis il commence à parler en arabe, là, il dit fait que moi, je comprends absolument rien, je ne peux pas répondre. Fait que je souris, là, il me regarde. Puis dans la pièce, il y avait quelques policiers aussi qui étaient là. Fait qu'il il me regarde, il répète la même question.
j'entends le même son, les mêmes tonalités, les mêmes mots. Fait que je ne peux pas répondre. Fait que je souris encore. T'sais. Puis là, il me regarde, il me dit « Takallum arabi ». Même si vous ne parlez pas espagnol, si quelqu'un vous demande « Il hablas espagnol », vous comprenez qu'il vous demande si vous parlez espagnol. Fait que j'ai compris qu'il me demandait si je parle arabe. Mais j'ai dit « OK, je sais fait là ». Fait que je vais dire non. Mais j'ai dit non en arabe. Je dis là. Parce qu'en Iran, c'est comme ici un peu, vous avez des cours d'anglais, des bases. Nous autres, on a des cours de base en arabe. Fait qu'on comprend certains mots parce qu'on étudie, mais c'est jamais assez pour communiquer. Faire une discussion. Exactement. Mais là, le gars, il part à rire. Fait que là, le policier, il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Mais il dit « Il est arabe, il est en train de nous niaiser. » Fait qu'il a pas, ils ont mis le temps pour rentrer en Grèce. Parce qu'il dit c'est un jeune, un ado. Quelqu'un dit « Tu parles-tu français? » Du mal, non. Non. Ouais. Fait que là... Mais moi, dans ma petite thèse, j'ai pensé qu'il avait compris, puis il a fait pitié de moi. OK. Fait que là, j'ai dit OK. Puis là, mon père, il m'avait toujours dit que si quelqu'un t'aide sur le chemin, ce serait bien que tu le types, tu donnes... Fait que moi, j'ai attendu que les policiers ils sortent. Puis quand ils sont sortis, j'ai donné $100 américains. Puis là, le gars, il regarde, il était surpris, il me dit en arabe, « Pourquoi tu me donnes ça? » Puis moi, en anglais, j'ai dit, « Because I'm not Arab. » Le gars, il me dit, « What? You're not Arab? » J'ai dit, « Oh my God, qu'est-ce que je viens de faire? » C'est là que j'ai compris que j'ai fait une grosse gaffe. Fait que là, j'ai réalisé le danger. On dirait que c'est là, je me suis réveillé et dit, « Oh my God, qu'est-ce que tu as fait? » Puis là, je commence à checker, je ne regardais même pas le monsieur. Puis je vois sa main, il prend ma main, puis il met les 100 piastres dans ma main, puis il pousse sur mon épaule en me tournant et dit « Go! » Fait que là, je m'en vais, je marche à peu près peut-être 12 pieds, je m'en vais vers la porte. Avant de tourner le poignet, il dit « Yo, come here! » Je dis « Oh my God, il a changé d'avis. » Puis là, je reviens, il dit « Where you come from? » Je dis « I'm Iranian. » Il dit « You know where I come from? » Je dis « Non. » Il dit « I'm Iraqian. » Puis on était en pleine guerre contre l'Irak. Fait que c'est grâce à un ennemi, j'ai passé les frontières de Turquie en Grèce. Mais ce que le monsieur voulait me montrer, que la guerre, c'est pas les peuples, c'est une agression de son pays vers nous autres, puis c'est pas aux autres. En réalité, lui, il est de l'autre côté, moi, je suis là. Si je le tue, en réalité, je tue quelqu'un innocent qui était obligé comme moi pour venir au... C'est ça, comme lui gagnait sa vie, c'est ça, puis c'est son pays qui... C'est ça. Fait que j'ai passé là-dessus. Ça, c'était l'épreuve la plus difficile. Puis qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune de 14 ans là, qui est censé être à l'école avec ses amis, etc., probablement la guerre, premièrement, de vivre la guerre, mais aussi là, à travers tout ce passage-là. Là. Qu'est-ce qui te passe dans la tête? Est-ce que tu penses que justement ton côté un peu frondeur, un peu de prendre un peu les choses du bon côté avec une certaine insouciance, ça t'a aidé? Ça m'a aidé, mais c'était très dur. Parce que l'affaire, c'est que je n'ai pas dit, mes parents, ils m'ont annoncé 3 jours avant mon départ. Fait que je ne savais même pas que je partais pour Canada, puis comment je partais. Puis t'en ont pas trop dit pour pas que tu... Non, puis il fallait pas dire au monde aussi, là, parce que j'approchais le service militaire, puis il fallait que je sortire. Hein. Puis là, j'étais surpris. J'ai dit, mais j'ai même pas le temps de dire à mes amis... au revoir, qu'est-ce que je peux amener? Ils ont dit, tu ne peux pas amener beaucoup de choses, à part un pack-sac puis un sac à main, tu ne peux pas amener beaucoup de choses parce que quand tu passes illégalement les frontières, tu ne peux pas venir avec des bagages. C'est vraiment différent. Mais tout ça pour te dire que, oui, le cheminement était super difficile, mais c'est que moi, je trouve la peine, le monde, il ne pose pas qu'est-ce qui se passe quand tu arrives ici. Quand tu arrives ici, non, c'est ça, puis c'est sûr qu'on va en parler. Oui, c'est sûr qu'on va en parler. C'est sûr, je veux juste qu'on parle un peu du carnet de ta maman. Oui. Parce que ta maman, parce que moi, c'est ce moment-là qui m'a... Ils l'ont bien visualisé là, justement dans le documentaire, à travers les dessins, c'est animé, c'est beau. Ce moment-là... Parce que moi, je me voyais avec mon fils de 15 ans ou ma fille, tout ça, que là, tu laisses aller ce que tu as de plus cher au monde, ton enfance,
vous saviez pas si vous alliez, parce que ta mère, elle te l'a dit. Ouais. Je sais pas si on va se revoir. C'est ça. Ce moment-là, pour moi, là, c'est quasiment... c'est digne de la fiction, parce que je peux pas croire que ça peut se passer. Oui. Mais quand tu n'as pas de choix, tu n'as pas de choix. Puis t'es pas le seul, là. Tu sais, toi, ton histoire est racontée ici, mais des gens comme toi, il y en a plein, là, que les parents ont laissé. Puis il y en a qui sont morts à travers ça. Puis il y en a qui sont bien plus jeunes que 14 ans. Oui. C'est juste... si vous voyez les jeunes qui venaient d'Haïti, puis tout ça, là, et on n'entend pas parler. C'est justement, c'était une nécessité de faire ce livre-là. Puis ensuite, heureusement qu'ils ont fait, aux autres, ils étaient intéressés. Il y a certains, Paul était intéressé pour faire les films. Ben oui, on va en parler un petit peu de Paul rapidement. Puis, oui. c'est ça, puis c'est grâce à ça que je voulais que le monde il sache que ça existe. Puis c'est surtout l'accueil des peuples québécois qu'on n'entend pas parler souvent. Tu sais, le peuple québécois, moi, je tenais absolument à le remercier parce que je dis pas ça parce que vous êtes québécois. Non. Je dis ça parce que on est tellement bien accueillis. Les gens sont tellement gentils. C'est sûr qu'à l'école, puis tout ça, les jeunes sont... intimidation, c'est sûr. Parce que c'est l'ignorance, ils ne savent pas. Oui, puis c'est justement... On présente beaucoup dans les écoles avec Émilie. Puis, écoute... Après présentation, souvent, les enfants, ils vont voir le professeur et ils disent, est-ce que ça serait possible d'avoir des immigrants dans notre école? Parce que souvent, c'est la région éloignée. Oui. Puis ça, je suis content que j'ai accompli ça parce que ça ouvre d'autres portes pour le monde, ça facilite un peu. Tu crées une ouverture dans la future génération. Exact. Bon, naturellement, moi, je regarde ma génération à moi, je regarde, même s'il y a eu quand même plusieurs immigrants, moi, je vois mes enfants plus facilement ouverts à la différence, plus facilement ouverts, parce que ça fait partie, ça va faire partie de leur quotidien. À l'école, il y a de plus en plus d'immigrants. Bon, naturellement, un petit peu moins, peut-être un petit peu plus en région, mais dans la région de Montréal, bon, dans les villes avoisinantes, c'est sûr qu'il y a de plus en plus, justement, et moi, je vois, justement, cette ouverture. Pour eux, il n'y en a pas de différence. Ouais. Il n'y a vraiment pas de différence. Pour ma génération à moi, même s'il y avait une ouverture, il y avait quand même une différence. Puis encore bien plus pour vos parents. Oui, puis, oui. Fait que plus on avance, heureusement, ça devient plus normal. Puis ça, je trouve ça, c'est un enrichissement. Pourquoi? Parce que quand j'étais venu ici à 35 ans passés, juste les fruits, les légumes, on n'avait pas autant de variations qu'aujourd'hui on a. Vous voulez manger vietnamien, vous avez des choix, ou vous voulez manger haïtien, jamaïcain. C'est tellement fun de découvrir d'autres cultures. Il y a une intégration. On ne ghettoise pas nos immigrants. Ça. On les intègre. Et ça fait une grande différence. Exactement. Dans toute la communauté, justement, là, ce qui fait que vous faites partie d'une communauté. C'est ça. Écoute, je veux revenir au carnet de ta maman. Ouais. Qu'est-ce qu'une maman écrit à son fils de 14 ans dans un carnet qui va lui faire office de maman pendant X temps? En fait, c'est tous les conseils qu'une mère ait pu donner pendant une longue vie, tout au long de la vie. Elle avait marqué là-dedans. Puis avec tous les caractères que j'avais, puis tous les défauts que j'avais. Mettons, il y a tellement de choses. Il y a un passage que j'oublierai jamais parce que moi, comme je te dis, moi, j'avais une tête dure. Puis, dit Afshin, essaie de ne pas faire tout à ta tête, essaie d'écouter d'autres mondes aussi. Si tu veux prendre une décision, essaie de discuter avec d'autres mondes qui ont plus d'expérience que toi. Essaie de te concentrer dans tes études. Vas-y jamais vers les drogues ou l'alcool. En tout cas, bref, tous les conseils qu'une mère ait pu donner. Puis moi, je suis quand même quelqu'un qui est quand même assez fidèle à mes paroles. Si je dis quelque chose, je vais vraiment respecter. Je n'ai pas besoin d'une signature. Puis j'avais promis que je ne toucherais jamais à aucune drogue. Puis même un petit... même l'âge ou marijuana, je n'ai jamais touché à ça parce que je voulais être fidèle. Puis j'avais peur de tomber dans le drogue. Je dis, si je commence avec... Même cigarette, je n'ai jamais fumé. Je dis, je ne veux pas commencer quelque chose que je sais que ça va être difficile à arrêter.
Puis que tu peux perdre tes moyens aussi, que tu n'étais pas en contrôle de tes moyens. Exactement. Fait que là, les études aux autres, ma mère, elle n'arrêtait pas d'écrire, essayer de nous rendre fiers, tu sais. Puis j'ai fait de mon possible. J'ai vraiment fait de mon possible parce que c'est très difficile de pousser dans vos études quand vous n'avez personne en arrière de vous financièrement. Mm-hmm. Puis même au niveau de l'encouragement, ben c'est sûr que tu avais ton père adoptif qui était là à un certain moment dans ta vie, mais c'est que tout doit venir de toi-même. Exactement. De l'intérieur. Donc, justement, ta motivation, ton encouragement, si jamais ça ne va pas bien, tu dois te suffire à toi-même. Exactement. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. C'est super important. Puis, je dis souvent dans les écoles, il ne faut jamais lâcher. Et j'ai tombé beaucoup de fois, surtout dans mes études. Puis c'est drôle, dans le documentaire, Alain aussi, il dit quand il avait appliqué pour devenir policier, il était refusé plusieurs fois. Puis oui, c'est une belle histoire, lui aussi. Oui, bien sûr. Puis c'est pour ça que je dis, tous les immigrants, ils ont une histoire super intéressante, probablement plus intéressante que les miennes, mais ils n'ont pas eu la chance de l'écrire ou de le rencontrer. Fait que c'est ça. J'ai tombé souvent aussi comme Alain. Écoute, pour finir mes études secondaires, c'était toute une histoire. Pour finir mes études collégiales, c'était encore d'autres histoires. Le français. Les français, l'épreuve ministérielle de français. En tout cas, j'ai perdu beaucoup d'années. C'est pas parce que j'ai pas fait d'efforts. C'est parce que ma base de français était faible. Quand vous êtes en tout cas, je ne veux pas rentrer dans tout ça là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le fait qu'on n'ait pas fait de les primaires, la base, ça reste toujours faible. Ben oui. C'est pas votre langue maternelle. Oui, cet handicap-là, ça vous suit quasiment toute votre vie ici. Le français, c'est pas évident à apprendre. Ouais, c'est pas comme l'anglais. C'est difficile. Mettons, le son O, pourquoi on écrit E-A-U, E-A-U-L-T? Les adjectifs, c'est que... ouais. On ne peut pas comprendre. Puis féminin, masculin, ça n'existe pas dans notre langue. Ni en anglais. Encore, après 35 ans, je me trompe encore un, là, le. Comme un comédien, il disait, moi, quand je parle, mettons, un verre ou une verre, il dit, je dis 2 verres. Non, t'écris un texte, tu dis 2 verres. J'ai pris 2 verres d'eau. T'as pas à conjuguer. C'est un bon truc, c'est une bonne stratégie, vraiment. Vraiment. Donc, ce carnet-là t'a accompagné. Est-ce qu'à un moment donné, parce que ça a pris 6 ans avant que tu revoies tes parents, puis même que c'est ton père que tu as vu avant? Non, mon père, il est venu après. Après, OK, parfait. Est-ce qu'à un moment donné où tu as cru ne plus jamais revoir tes parents? Ou tu t'étais résigné à ça? Honnêtement, je ne pensais plus de le voir. Puis ça me touchait énormément. Je savais que je ne pouvais pas retourner en Iran pendant peut-être jamais. Le fait que j'ai pas fait... T'es comme un déserteur. Exactement. Fait que, heureusement, après 18 ans, ils ont dit finalement, il est trop vieux pour pour faire le service militaire, puis ils m'ont pardonné. Fait que j'ai retourné après 18 ans. Mais mes parents, non, je pensais jamais le voir ici au Canada. Mais quand ma mère est venue ici 6 ans après, écoutez, la scène elle a atterri à Toronto, puis je peux vous dire, quasiment tout l'aéroport nous regardait parce que la scène d'un enfant qui découvre revoir sa mère après ça, c'est... Tout le monde nous regardait. Tu avais 20 ans? Oui, c'est ça. J'habitais plus avec papa, j'habitais en appart avec un de mes amis. Puis quand elle est venue, il y a un certain barrage qu'il n'y a personne qui a le droit de passer de l'autre côté, mais moi, j'ai sauté, j'ai couru, puis là... Écoute, on pleurait pendant quasiment 30 minutes. Là, c'est long. Là, puis les gardiens, pauvres gars, ils disaient OK. Puis un de mes amis, il dit est-ce que vous comprenez? Ça fait 6 ans qu'il n'a pas vu sa mère. Puis tout ça. Il dit OK, I just remove. Mais, ouais. Puis elle aussi d'arriver ici, là. Puis là, elle arrive, elle la connaît pas. C'est la première fois qu'elle venait ici, au Canada, j'imagine. Ouais. Donc, puis est-ce qu'elle est restée longtemps, la première fois qu'elle est venue? 1 mois. Puis là, c'était pour ton mariage, je pense. Non, c'était après, OK. C'est mon père qui est venu pour mon mariage. Oui, c'est ça, Je me suis marié à 26 ans. Fait que c'est 12 ans après que mon père est venu.
Puis le problème, c'est que j'avais fait la demande pour les deux, pour assister à mon mariage, puis le gouvernement, il donnait juste un seul visa. Puis ma mère a dit, écoute, moi, je l'ai vu déjà 6 ans passés, tu ne l'as pas vu encore, vas-y. Fait que ma mère n'a pas pu assister à notre mariage, malheureusement. Puis ça m'a touché énormément parce que c'est un moment que ça ne m'arrive pas mère. tous les jours. Ben non. Puis tout ça pour te dire que souvent, le monde dit « Ah, pauvre toi, comment tu as fait? » Mais là, tu arrives ici. Comment ça se passe? C'est quoi les défis? Tu arrives ici au Québec. Tu es arrivé dans quel mois? Au mois de décembre. Au mois de décembre. 5 décembre. 5 décembre. Donc, tu arrives en plein dans la frénésie de Noël. En tout cas, ça fut tout un cadeau de Noël. Oh my God. Non. Mais 35 ans passés, l'hiver était bien plus dur qu'aujourd'hui. Oui, certainement. C'est incroyable. C'est ça. J'ai atterri ici. J'ai aucun papier. Comme je dis, il fallait détruire les fausses papiers. Bref, j'arrive. Puis, imaginez-vous, c'est ça que je dis dans les écoles. Je dis à les enfants, imagine-toi, tu t'en vas en Chine. Tu n'as aucun papier valide sur toi. Tu n'as pas d'argent. Tu ne parles pas chinois. Tu ne connais personne. Qu'est-ce que tu fais? Fait que les enfants, ils disent. Mais je dis, c'est exactement ça. Moi, j'arrive ici, des passeports. Oui, parce que ton passeport, il t'avait dit de t'en débarrasser dans l'avion. Oui. Il faut débarrasser les faux passeports parce qu'il y a 2 raisons. Premièrement, ça se peut qu'il vous retourne dans le pays que vous êtes venu. De ton passeport. Si tu n'en as pas de passeport, tu ne peux pas te retourner en Grèce. Deuxièmement, mon nom, c'était Hamid Al-Raya dans le passeport. Puis, je vais avoir beaucoup de misère à prouver vraiment mon nom, c'est Afshin Kazemi, parce qu'il dit, écoute, ton papier, c'est ça. Fait qu'il fallait détruire. Effacer, arriver à 9. Fait que t'as rien. Nouvelle naissance. Oui, mais sauf que le monde, il dit, mais tu peux dire n'importe quoi, n'importe quel âge. Je dis, non, tu ne peux pas, parce que le gouvernement canadien, quand il reçoit certains c'est comme réfugiés, parce qu'immigrants et réfugiés, on s'entend que c'est pas pareil. Non. Un réfugié, c'est comme une boîte de surprise qui arrive, puis on n'a aucune information sur personne-là. Fait que le gouvernement, il n'aime pas ça, non. Puis avec raison, parce qu'on ne sait pas si c'est un tueur, est-ce que c'est un violeur, on ne sait pas. Fait que aux autres, quand ils reçoivent, puis tu dis mon nom c'est ça, mon adresse c'est en Iran ça, puis tout ça, ils envoient tout ça en Iran, puis ils font quand même une enquête là-dessus pour savoir si c'est vraiment cette personne-là existait, puis il habitait là, puis fait que c'est ça. Fait que là, ils m'ont trouvé un traducteur iranien. Dans ta vraie langue. Ouais. Puis ça a mal été parce que moi j'étais contente de voir finalement quelqu'un de la même origine que moi. Puis tout ce que je disais, c'est pas vrai, mais à la fin, elle me dit, écoute, là, elle m'a dit, combien tu mesures? Je disais, mais ton temps. Elle dit, mais c'est pas vrai. Elle se tient debout à côté de moi, puis elle me mesure avec elle, puis elle marque ce que j'avais dit. J'étais très choqué puis déçu de... Parce que tu te serais attendu plus à un genre... j'ai dit, c'est le même pays, elle va m'aider. Tandis que l'autre qui venait du pays... des Irak qui m'a aidé à passer les frontières. Mais ça, c'est tellement la vie, ça. C'est tellement ça dans la vraie vie. C'est ça. Ça veut pas dire que c'est la même nationalité qui va t'aider. Je dis pas que tous les Iraniens sont pas bons. Non. Mais dans toutes les nationalités, vous avez des bons et mauvais. Oui, exact. Fait que finalement, là, le fait que c'était vendredi, ils ont dit lundi matin, est-ce que vous avez quelque part à aller? J'ai dit oui, c'était le fils de mon père. Oui. Puis ils ont dit, OK, lundi, il faut que vous veniez absolument vous présenter à Talatas. Fait qu'on était allé chez l'ami de mon père, le fils de l'ami de mon père. Pendant les 2 jours, lundi, on était allé à l'immigration, puis c'est là que je racontais mon travailleur social. Fait que quand vous arrivez tout seul, il y a un travailleur social qui s'occupe de vous. Puis le fait que tu es mineur, j'imagine que vous êtes comme dans une classe à part par rapport aux adultes qui arrivent comme réfugiés. J'imagine qu'ils... Oui, exactement, c'est ça. Peut-être un petit peu plus vous accueillir si vous êtes seul. Peut-être, je ne sais pas, il doit y avoir un encadrement peut-être un petit peu plus... pas réconfortant, mais est-ce que tu as eu l'impression qu'étant donné que vous étiez mineur, on vous dans le sens que on vous accompagne un petit peu de façon un petit peu plus encadrée ou mais c'était encadré, on était séparés avec les adultes. En fait, la matrice c'était un centre comme
que c'était les familles et les enfants qui étaient là. Puis, justement, j'ai rencontré un de mes amis en Turquie qu'on a atterri ensemble ici. Lui, il était allé à YMCA au centre-ville. Fait que les adultes, seuls, ils allaient à YMCA. Mais on n'était pas tellement... j'espère que ça changeait beaucoup. On n'était pas tellement bien encadrés, si vous voulez. Parce que moi, j'étais dans la même chambre, on était 5. Puis aux autres, ils étaient tous plus vieux que moi. Il y avait comme 17 ans, proche de 18 ans. Puis... j'avais peur quand même. Il y a certains soirs que j'ai dormi sur les escaliers parce que il y avait un gars qui se promenait tout nu, tu sais. Puis moi, j'avais peur, tu sais. C'était c'est ça, parce qu'il y a toutes sortes de monde là-dedans. Ouais. Là. Puis il y avait un gars turc qui était là, puis on volait son argent. Il y avait des lires en Turquie. Ils ont volé son argent de son pays, ils ont allé changer, puis ils sont allés acheter des fruits, ils ont acheté des bananes avec, là, puis l'autre qui capotait. Moi, ils m'ont volé un stylo que j'avais, que ma tante, elle m'avait donné. Fait que j'étais pas en sécurité. Tu te sentais pas en sécurité. Non. Mais, fait que là, t'arrives, là, tu es pris en charge par un travailleur social. C'est là qu'il décide s'il te renvoie ou pas, ou si... Non, pas vraiment. Le travailleur social, en fait, quand je l'ai vu, j'étais accompagné avec un traducteur. Oui. Fait que là, il m'expliquait comment ça marche. Il dit, tu n'as pas le droit d'aller habiter tout seul. Le fait que tu es un mineur, il faut qu'on te mette dans une famille d'accueil. Il dit, on a même des familles d'accueil iraniennes ici à Montréal. Mais il dit, si tu demandes mon avis, le fait que tu viennes habiter pour toujours ici, tu es mieux d'aller dans une famille québécoise. Parce que non seulement la langue, mais tu vas apprendre la culture québécoise. Puis... Mais il dit, c'est toi qui décides par contre. Je dis, je ne peux pas décider pour toi. Fait que moi, je réfléchis pas longtemps après. Je dis, écoute, moi, si vous pensez que c'est mieux que d'aller dans une famille québécoise, vous pensez que c'est mieux pour moi, je vais y aller. Fait que j'oublierai jamais. Là, t'as écouté le conseil de ta mère qui t'avait dit, si tu connais des gens qui ont plus d'expertise. Exactement. Fait que là, il était très content. Il dit, c'est très rare qu'un jeune arrive ici puis prenne le chemin plus difficile parce qu'il savait que c'est plus difficile au niveau des communications. Puis il dit, justement, je connais une très bonne famille puis je vais essayer de te mettre là-dedans. Parce qu'aux autres, même, ils savent c'est qui les familles qui sont un peu délicantes puis les familles parce qu'il y a toujours des bons... Il y en a qui sont de familles d'accueil, pas toujours pour les bonnes raisons. Exactement. Malheureusement, c'est ça. Puis papa, il faisait pas partie de ça. C'est là qu'arrive ce monsieur-là dans ta vie. Ce monsieur-là qui arrive dans ma vie. On était allé le voir avec M. Dacosta, mon travailleur social. Puis quand il a ouvert la porte, je vois tout de suite le visage de monsieur-là qui c'est comme vraiment, tu peux faire confiance à ce monsieur-là. Oui, il n'y a aucune méchanceté dans ce monsieur-là. Fait que là, aux autres, ils ont discuté ensemble. Moi, je me rappelle, j'ai mis les points les plus loin dans cette salle-là. J'étais gêné. Puis là, je regardais, je voyais, je dis, ce monsieur-là, il a l'air super gentil, mais souvent, leur femme, elle doit être chienne. Fait que je regardais d'être chiante, oui. Je regardais sur le mur pour voir s'il y a un portrait de sa femme. Au moins, les visages, ça te dit beaucoup. Moi, je regarde beaucoup les visages, surtout les yeux, ça parle. Là. Puis, il n'y avait aucun portrait de sa femme dans ce... Fait que finalement, je suis que sa femme était décédée. Ça faisait déjà 17 ans quand j'arrivais chez lui. Puis, Danielle, la fille, le seul enfant de papa, était mariée puis était partie. Fait que papa était tout seul. Puis, elle faisait ce service-là pour les jeunes garçons qui venaient ici au Canada. Fait qu'après qu'aux autres, ils ont discuté, 1 heure après, ils m'ont regardé. Il a dit, « Would you like to come here? » J'ai dit, « Oui. » Fait que papa, il m'a dit, « Demain, on va prendre un taxi, puis tu amènes tes affaires ici. » Fait que là, Puis quand j'arrivais chez lui, il dit, « Écoute, les autres enfants, ils m'appelaient papa, mais si tu n'es pas confortable, c'est correct. » Mais j'ai dit, « Non, moi, j'ai pas de misère avec ça. » Puis même si je ne parlais pas français ni anglais très peu, il m'a fait comprendre qu'il m'a dit, ici, c'est chez toi. Si tu as faim, ne demande-moi pas la permission pour aller prendre quelque chose dans le frigo. Tu y vas. Tu fais ça, je suis comme chez toi. Fait qu'il m'a mis très confortable dès le début. Puis j'ai appris beaucoup avec lui aussi. Là. C'est pas juste la langue, tu sais, pour, mettons, apprendre à compter, on joue au Monopoly, puis il disait ça, c'est 1, ça, c'est 2, puis, mettons, go, c'est aller.
Puis c'est petit à petit. Puis là, il m'a inscrit dans les écoles des classes d'accueil pour apprendre le français. Puis ça, c'est un autre challenge, vraiment, que le monde, ils savent pas comment c'est difficile parce que vous êtes différents dans les classes d'accueil. C'est comme une classe entourée de tous les réguliers. Fait que vous êtes comme un gang de, si vous voulez, losers dans le... Oui, c'est ça. C'est une classe qui est étiquetée comme les classes avec des élèves avec des troubles d'apprentissage ou des troubles de comportement, les classes spéciales. Donc, les classes d'accueil, là, c'est ça. Vous êtes comme étiquetés là, dans le reste de l'école pour les autres élèves. Pas juste ça, parce qu'on est habillés différemment. Les coupes des cheveux, c'est différemment. Les enfants qui habitent avec leurs parents, ils sentent leur nourriture parce que souvent, c'est dans les bâtisses qui n'ont pas un système de ventilation qui est bien. Fait que tu es vraiment un reject, là. Puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde, dans les écoles, à les enfants. Je dis, s'il y a des enfants qui arrivent, c'est sûr qu'ils sont différents, mais ils ont besoin de l'amour, ces enfants-là. Parce que moi, dans mon cas, j'avais pas d'amis. Puis souvent, je mangeais tout seul en cachette dans la bibliothèque. Parce qu'à la cafétéria, tu ne peux pas être tout seul, c'est vraiment un reject, là. Puis tu sens les regards, puis tu sens que t'es... Oui, tu sens le regard, puis tu le sais que tu n'es pas bienvenu, puis tu as peur qu'il irrite toi. Mais comme souvent dans les écoles, je dis, mais j'ai trouvé un truc moi-même, j'ai inventé un truc pour devenir des nobody, les gars quasiment les plus populaires à l'école, là. Fait que... Puis ça, je dis, il faut lire dans le livre pour savoir comment j'ai fait. Comment t'as fait? On va laisser la surprise. Souvent, après qu'on présente dans les écoles, les enfants, surtout les garçons, ils disent « Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? » Mais je dis « Achète le livre, tu vas savoir. » Mais on ne fait pas ça. Moi honnêtement, c'est pas avec... Vous le savez, c'est pas moi, je suis pas... Premièrement, c'est grâce à Émilie Lucier qui était intéressée à mon histoire, qui l'a écrit. Puis, vous savez, l'auteur, ils font pas d'argent avec ça. À moins que vous soyez Céline Dion, quelqu'un de très connu. Mais on fait pas ça pour l'argent, c'est vraiment pour... Puis, c'est fun. Et il y a beaucoup de parents qui viennent nous voir après les présentations, quand ils viennent chercher les enfants. Puis, ils disent, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait dans votre présentation, mais mon enfant, il déteste lire. Mais quand il m'a vu, la première chose qu'il me dit, il dit, « Maman, je veux absolument acheter ce livre-là, je veux lire. » Fait que ça, c'est une autre façon. Ça, c'est complètement différent. C'est aimer un enfant, commencer à lire, c'est vraiment beaucoup. Ben oui, parce que c'est la base de tous les apprentissages. Oui. Puis à travers une histoire, puis en même temps, c'est un fait vécu. C'est ça. Puis c'est quelque chose qui se passe au Québec aussi. L'école, c'était plus difficile parce qu'en plus, c'était adolescent. Il ne faut pas oublier que les adolescents ne sont pas toujours gentils entre eux. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui a été plus facile pour toi? Donc, à travers... Parce que, tu dis, je suis quand même reconnaissant envers le peuple québécois. Donc, il y a eu quand même, dans ton parcours, des comme ce monsieur-là, ton papa adoptif, qui t'ont aidé. Dans ton parcours, y a-t-il d'autres moments qui ont été marquants pour toi? Oui, écoutez, déjà, M. Dacosta, mon travailleur social, il a fait beaucoup pour moi. Déjà, qui m'envoyait dans une famille qui avait d'allure, ça m'a mis sur les bons voies parce qu'on s'entend que les risques de réussir, c'est très mince. C'est ça peut déraper, là. C'est très facile. Ça peut déraper pendant que tu t'en viens ici, là, dans le passage, dans l'avion, dans les endroits quand tu attends. Ça peut déraper quand tu arrives ici. Très rapidement. Comme réfugié. Puis après ça peut déraper dépendamment de la famille où tu arrives, que tu peux avoir des mauvaises influences. Puis, Ah oui, exactement. L'affaire, c'est qu'un enfant qui arrive ici tout seul, je ne dis pas ça parce que j'ai le fait, mais il y a un très bon potentiel de réussir. Parce que s'il a passé à travers de tout ça tout seul, en réalité, moi, je n'ai pas connu l'enfance, l'adolescence. L'enfance, je tombais adulte, si vous voulez. Fait que c'est bien de l'investir dans ces gars-là ou cet enfant-là parce que c'est sûr qu'il va réussir parce que le potentiel est là. Mais
il peut être contraire. S'il tombe dans la gang puis tout ça, il va utiliser son potentiel dans d'autres choses. Fait que c'est super important de bien encadrer les enfants qui arrivent. Puis il va ici. réagir aussi parce que là, déjà là, il est déraciné de son pays, de sa famille. Donc, s'il ne se sent pas, si tu n'es pas capable, parce que toi, c'est ça, tu as été capable de former d'autres racines, de te créer d'autres racines. Mais si on ne permet pas à ces enfants-là, à ces personnes-là, de créer d'autres racines. C'est ça. C'est surtout difficile. L'amour qu'il faut donner à ces enfants-là parce que c'est ça qui s'en manque. Moi, même si papa, il me donnait beaucoup d'amour, écoute, ce monsieur-là, il a fait tout pour moi. Puis c'est vraiment dommage qu'il est décédé aujourd'hui, mais il a essayé d'être en même temps maman puis papa pour moi. Mais c'est sûr que personne n'est capable de remplacer tes parents, mais il faisait un très bon job, pareil, parce que c'est sûr que je pleurais les nuits des fois, je m'ennuyais de maman. Je gardais toutes ces lettres, dans le temps, c'était les lettres, là. Je les ai toutes encore avec les moi. Lettres qu'elle t'avait écrites dans ton carnet ou par la suite? Non, mais ma maman, elle m'a envoyé des lettres. Quand elle a su que tu étais arrivé, à quel moment elle a su que tu étais arrivé? Quand j'étais dans le camp des réfugiés, heureusement, il y avait une des surveillances, il était iranien. Puis c'était très coûteux, je ne sais pas si vous le savez, mais c'était comme 3 piastres à minute pour appeler l'Iran. Puis ce monsieur-là, il avait contacté, sans que je sache, mes parents pour dire qu'Afshin arrivait, puis tout ça. Puis il avait expliqué tout l'aspect, comment ça fonctionne ici, qu'Afshin, il va aller dans une famille, probablement, on va essayer de le mettre dans une famille québécoise. Puis mes parents, ils étaient au courant de tout ça. Donc, eux, ils n'ont pas entendu parler de toi pendant quoi? Un mois? Pendant 2 mois que j'étais sur le coup. Ouais. 2 mois. Fait qu'ils ont, au moins, ils ont su que tu étais arrivé ici en vie, tout ça. Puis à quel moment tu leur reparles au téléphone ou que tu... Rendu chez papa. OK. Rendu chez papa. Puis c'était très difficile de communiquer, comme je vous dis, parce que on n'avait pas la technologie aujourd'hui. Fait que il y avait on payait des petites cartes, puis avec des codes, puis on pouvait parler quand une quinzaine de minutes. Mais ma mère, elle me disait que je disais que papa était comment, puis je suis bien, puis tout ça. Puis maman, elle disait, elle m'a rien dit. 6 ans après, quand elle était venue me voir, moi, j'habitais plus avec papa. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu vois papa. Il dit, mais oui, je veux voir M. Lauzon. Fait que, on était allé chez papa. Puis quand on était allé, papa, il y avait déjà 2 garçons, 2 frères qui étaient avec lui, qui habitaient chez papa. Puis quand on est parti chez papa, ma mère a dit, je vais t'avouer quelque chose. J'ai dit, quoi? Elle dit, quand tu me disais que tu étais bien chez papa, j'avais la misère à te croire. Mais aujourd'hui, le rapport que j'ai vu papa, comment il agissait avec les deux Libanais, là, j'ai compris que c'était vrai. Une bonne personne. Puis tu étais bien accueilli. Puis, mais c'est ça, je trouve que le monde comme papa, ça serait fun s'il y a du monde qui ont le potentiel, qui sont intéressés de faire ça. De donner un coup de main à ces enfants. Parce qu'il y en a encore aujourd'hui, il y en a encore plusieurs. Regardez en Ukraine, qu'est-ce qui se passe là. Puis il y en a plein d'enfants qui tombent orphelins. Puis tout ça, je vous dis, pour dire ce que le monde, il pense qu'il dit Afshin, pour toi, ça doit être vraiment difficile. Puis je dis oui, vraiment, c'était très difficile. Mais maintenant que je suis parent, je trouve que c'est surtout pour ma mère puis mon père que ça doit être vraiment quelque chose. Parce que si ça arrivait à une situation comme ça... Oui, c'était une de mes questions. Qu'est-ce que tu ferais? Oui. Quelqu'un m'a posé ça. Puis j'ai dit, honnêtement, ça dépend de la situation. Ça dépend comment leur vie est en danger. Puis ça dépend aussi le personnel. Quelle sorte de personnalité il y a cet enfant-là. Un peu comme tes parents ont fait. Un peu, oui. Parce que... Puis même à ça encore, je penserais... Ça va être très difficile, je dirais, parce que... C'est un coup de dé, tu ne sais même pas, il va arriver à destination, puis arriver à destination, qu'est-ce qui va passer? Comment il va arriver à destination? Oui. Parce qu'il peut être vivant, mais tu peux te faire violer, tu peux te faire... tu peux faire battre, là. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tu peux rester en vie, mais être vraiment... Puis, parce que là, tu as 2 enfants, tu as un grand garçon de 22 ans, une fillette de 12 ans, tu disais. C'est ça. Comment ça se passe?
Là, ils vont à l'école francophone, ils vont Oui. à l'école francophone. Même ma fille, mon garçon, il est rendu à Concordia parce que en français, ses cours à l'université, souvent les professeurs, ils étaient des anglophones qui essayaient de parler français. Fait qu'il dit, tant que ça, je vais faire en anglais. Puis tous les deux, ils parlent aussi bien français qu'anglais parce qu'on habite à l'ouest de Montréal. Puis veut pas, le monde, il devient bilingue, là. Mais c'est ça. Ils sont bien fiers. Ma fille, surtout, est bien fière. Même à chaque fois dans les écoles, mettons, si elle change d'école, là, elle était allée voir le professeur et dit, vous savez, mon père, il a un livre intéressant, ça serait bien On l'invite. qu'on l'invite. Puis des fois, je suis Donc, c'est invité. ta manager, c'est ta... C'est bien fier. Mais c'est parce que là, ton histoire, à quelque part, elle fait partie de son histoire aussi. Exactement. Parce que, tu sais, si tu étais resté là-bas, elle serait pas née au Québec. Tu sais, il y a plein de... C'est un changement d'une vie, mais qui change, que changer le cours de votre histoire, tu sais, vraiment Ça change tout. de tes enfants oui. puis de leurs enfants aussi. Oui. Puis, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre. Parce que d'après moi, mon histoire, l'effet que je l'ai vécu, pour moi, c'est pas quelque chose d'intéressant. Parce que c'est ton histoire. Mais c'est grâce à mes amis puis mes collègues de travail qui mettons, on discutait, puis tu es venu avec tes parents. J'ai dit non, je suis venu tout seul. Mais là, aux autres, ils étaient intéressés. Mais comment tu as fait? Puis là, quand j'ai raconté l'histoire, ils ont dit, Mafchine, il faut que tu fasses un livre. Il faut que c'est super intéressant. Puis c'est là que j'ai rencontré Émilie. Puis Émilie, j'ai passé 2 heures avec, puis dit non, on va y faire ce projet-là. Puis c'est après 2 ans, quand on l'écrit. Puis après ça, je te dis le cheminement, pourquoi on est arrivé à un film documentaire. Fait que, après ça, Julie Boisvert, qui travaille pour Radio-Canada avec Mylène Patel, qui travaille, c'est des 2 recherchistes. Aux autres, ils ont tombé sur le livre, puis ça leur donnait une idée pour faire un film documentaire. Fait qu'ils m'ont demandé si ça m'intéressait. On était allés déjeuner ensemble, puis j'ai dit, c'est sûr que moi, ça m'intéresse. Et plus le monde, il voit ça, mieux c'est. Le but des livres, c'était ça. Fait que après ça, ces 2-là, ils étaient allés voir Paul Tom, qui avait déjà fait le film Bagage, que c'est super intéressant. C'est l'histoire des enfants qui sont avec leurs parents, qui sont en classe d'accueil, puis ils demandent comment ils se sentent, est-ce qu'ils aiment mieux de retourner chez eux. C'est super intéressant. Il faudrait voir ça aussi, là. C'est un autre chef-d'œuvre de Paul. Puis, fait qu'on a fait le film documentaire. Ils ont trouvé les 2 autres personnages. Patricia, ça faisait juste 2 ans qu'elle était là. Est-ce qu'elle est toujours ici? Oui, à Montréal. Puis, Alain qui est devenu policier. Fait qu'ils ont décidé de faire ça. C'est que c'est le portrait de 3 enfants qui viennent tout seuls. Moi, ça fait comme 35 ans que je suis là. Alain, ça fait comme 15 ans, 18 ans qu'il est là. Puis Patricia, qui vient d'arriver là. Fait que là, vous voyez vraiment les difficultés que nous autres, on a eues. Patricia, elle est en train de le vivre. Alain, il vient d'être gradué. Puis finalement, après tous les efforts qu'il a faits, il y a une carrière qu'il aime. Puis moi, ça fait 35 ans, qu'est-ce que j'ai bâti ici après toutes ces années-là? Fait que... Puis, as-tu eu une évolution mettons, du moment où toi, t'es arrivé versus celle qui vient d'arriver dans les processus, où c'est pas mal la même chose? Ça ressemble pas mal, je vois mais sauf que je vois que Patricia, elle a l'aide pour trouver la job et tout ça. Fait que ça, c'est important. Je vois que les immigrants ne sont pas délaissés comme dans notre temps. C'est pas juste un enfant qui arrive ici tout seul qu'il faut qu'on l'encadre. Moi, je trouve que, mettons, une famille qui vient ici, ils connaissent absolument rien. C'est pas juste la langue. Ils savent même pas comment prendre le métro. Moi, je savais même pas c'est quoi le métro. C'est comment tu prends le métro, comment tu magasines, comment tu cherches les spéciaux. La monnaie. Oui, des spéciaux, comment tu cherches... toutes les affaires. Repérage au niveau des endroits, les rues. Exactement, les lignes d'autobus. Ma femme, elle raconte que c'est une Iranienne aussi, Mariam. Son école était vraiment pas loin de chez eux. Mais l'effet qu'ils ne savaient pas, ça prenait 1h15 pour arriver chez eux,
à leur école, tandis qu'elle faisait une grosse... détour pour rien. Puis finalement, c'est une étudiante, une amie turque qu'elle a rencontrée. Elle dit, mais tu habites où? Elle dit, telle place. Mais elle dit, si tu prends juste un autobus d'ici, là-bas, là, c'est même pas 15 minutes. Là. Mais pendant 1 an de temps, elle faisait comme 1h15, un chemin qui s'est... Fait que ça prend du monde. Pour ce qui est normal pour nous, ce qui est du quotidien. Ben oui. C'est un autre monde. Quand on va en voyage, on découvre, on est dans un mode découverte. C'est pas toutes nos racines, on n'est pas déracinés. On retourne chez nous après. Mais quand du jour au lendemain, on se retrouve dans un pays et on dit, ben là, c'est ma nouvelle maison. C'est mon nouveau pays. C'est mon nouvel endroit où je vais refaire mes racines, etc. C'est plus déstabilisant. Te souviens-tu de ton premier repas québécois? Oui, pâté chinois. Puis j'ai pas aimé ça parce que c'est un mélange que on n'est pas habitué. C'est un mélange sucré-salé qui avec le maïs. Aujourd'hui, j'adore ça. Okay. Même c'est moi qui fais à la maison quand je fais des pâtés chinois. Mais j'ai vraiment pas aimé la première. Puis, tu sais, en terminant, à travers ton parcours un petit peu plus difficile, comme tu disais, quand tu es arrivé, l'école et tout ça, à part justement ton père adoptif, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes à l'école? Là, tu parlais de ton travailleur social, mais y a-tu des gens qui te permettaient de t'ancrer ou qui t'ont permis d'avancer un petit peu plus puis que tu te sentais mieux? Oui, je sais pas si on a le temps, mais en fait, moi, quand j'ai fini le secondaire, je rentrais au collège. J'avais pas encore mon diplôme études secondaires parce que quand vous faites la demande de CERAM, c'est souvent vous n'avez pas le diplôme là. Fait que quand j'ai commencé au cégep, mais il me restait un dicté à passer. Un dicté en secondaire 5 à passer parce que j'ai fini mes cours en éducation des adultes. Fait que là, ça faisait déjà 2 mois que j'étais au cégep, j'avais mes preuves de bourse, et je réussissais super bien mes cours de technique en radiologie. Oui, parce que là, tu es technicien en radiologie maintenant, depuis plusieurs années. On appelle ça le technologue en imagerie médicale. Maintenant, ça a changé. Oui, c'est. Fait que là, l'affaire, c'est qu'après 2 mois que j'ai réussi super bien mes cours et tout ça, il y a une aide pédagogique de mon responsable aide pédagogique. Elle a apparu devant la porte de mon cours. Puis il m'a appelé, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai dit, vous le savez, j'ai étudié en radiologie. Il dit, oui, mais as-tu ton diplôme études secondaires? Ah, j'ai dit, oui, c'est vrai, il me manque un dictat à faire en secondaire 5. Mais il dit, OK. Mais j'ai dit, si on me donnait 1 semaine, 2 semaines, je suis presque je vais passer là. Il dit, non, je te donne 5 minutes je m'excuse pour sacrer ton camp. Il m'a dit ça comme ça. Mais là, je dis, s'il vous plaît, donne-moi une chance. Je regardais mes notes. Elle dit, non, je te donne 5 minutes, tu ne comprends pas. Tu prends 5 minutes, tu n'as pas affaire d'être ici. Mais là, j'ai dit, toutes mes prêts et bourses, elle dit, je m'en fous d'être ça. Fait que là, elle m'a mis carrément dehors. Mais là, j'étais allé voir ma femme qui était en temps, c'était ma blonde, puis elle m'a dit, Afshin, va y supplier, tu n'as pas de choix. Mais j'ai dit, tu sais pas comment la madame était vraiment pas gentille. Elle dit, va y voir. Fait que là, je retournais là-bas. Puis, c'était une autre personne qui était dans son bureau. Je ne sais pas, malheureusement, je ne sais pas c'est quoi son nom. Je pense que tu as une belle étoile. Oui. Je pense sérieusement que tu as sérieusement une belle étoile. Moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais gagné 6,49, mais je pense que c'est plus que ça. Plus que ça. Tu as définitivement plus gagné Juste que 6,49. avoir ma femme, c'est une femme formidable. Elle me back toujours. On est tout le temps, que ce soit des moments difficiles ou heureux, on est toujours vraiment une équipe. C'est une femme formidable, puis je suis vraiment chanceux de l'avoir. Fait que quand j'ai vu la madame, j'ai dit, où est-ce qu'elle, madame, mettons, l'évêque, je ne me rappelle pas son nom, mais elle dit, elle partait en vacances 1 mois. Elle dit, c'est moi le remplaçant. Fait que là, je dis, wow, je ne vais pas lui dire qu'elle m'a mis dehors. Je lui dis, écoutez, j'ai un dictat à passer, est-ce que vous pouvez me donner 1 mois? Je dis, je vais dire 1 mois, peut-être elle va me donner 2 semaines. Puis elle m'a dit, OK, je vais t'accorder. Puis j'ai passé le 26e jour. Mais le moral de l'histoire, c'est que si elle pouvait m'accorder, l'autre aussi aurait pu te l'accorder. Déjà, vous voyez que c'est un enfant, oui. Arrêtez de mettre les bâtons dans la roue de quelqu'un qui veut réussir. Déjà, il est déjà écrasé par la société, vous comprenez? Fait que je vais terminer ça parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai travaillé comme serveur
parce que c'est intéressant. Oui. On a tout le temps, hein? Ah, c'est moi qui décide, c'est toi qui décides quand est-ce que ça arrête. Okay. Parce que c'est super important, les leçons de vie. Puis, oui. Moi, ça fait 5... là, j'étais gradué, j'ai travaillé à l'hôpital comme technicien, mais j'ai toujours eu 2 jobs. Fait que si je travaillais le soir à l'hôpital, je travaillais le midi comme serveur. Pendant 23 ans, j'ai fait ça. Puis j'ai reçu un groupe de 12 personnes, puis c'est qui est là? C'est la madame, c'est tous les conseillers pédagogiques de l'hôpital, de collège. Dont celle-là qui t'avait refusé. Celle qui m'a refusé, puis aussi la madame qui elle m'a donné. Les deux étaient ensemble. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais allé voir mon patron, j'ai dit, écoute, donne-moi toute l'entrée qu'on a sur le menu, c'est moi qui paye. Il m'a dit, ça va te coûter cher. Je dis, c'est pas grave, donne-moi tout. Là. Fait que là, aux autres sont en train de regarder le menu, puis imagine-toi, le serveur, il arrive avec plein de plateaux, puis sans parler, il commence à mettre sur la table. Avec là, il dit « Wow, tu te trompes, là, on n'a rien commenté. » J'ai dit « Non, je ne me suis pas trompé. » J'ai dit « Ça, c'est moi qui paye, puis si c'est pas assez, je vais commander d'autres, c'est moi qui paye. » Puis tout ça, c'est grâce à elle, la madame qui m'avait accordé. Mais là, elle paraissait super belle aussi. Là, tout le monde dit « Oh, t'as tombé dans l'œil. » J'ai dit « Non, c'est pas ça, pas en tout. » J'ai dit « Je vais vous dire, là, j'ai d'autres clients, je vais venir vous voir. » Fait que là, il a dit, là, je servais, mais aux autres, ils n'osaient pas prendre. J'ai dit, écoutez, prenez-le, s'il vous plaît, prenez-le, ça me fait plaisir. Fait que là, ils ont commencé à manger, mais il a essayé de m'arrêter. Il dit, c'est quoi l'histoire, là? Fait que finalement, j'ai eu le temps, puis je suis venu, j'ai dit, écoutez, je vais vous dire, là, je regarde la madame, je dis, par contre, vous étiez vraiment méchante. Là, tout le monde était contre elle parce que j'ai payé le lunch. Là, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, moi, je suis méchant. Je dis, mais j'ouvre. Fait que là, j'ai raconté l'histoire. Fait que là, j'ai dit à la madame, j'ai dit, écoutez, si elle était capable de vous me donner, s'il vous plaît, donnez à un enfant la chance de réussir parce qu'on est là pour réussir. Mm. Puis, je dis, ce que je vous donne, je regarde la madame, je dis, ce que je vous ai donné, c'est rien par rapport de 1 an de ma vie. Vous m'avez sauvé 1 an de ma vie, puis c'est très précieux pour moi. Là. Je ne pourrais jamais payer 1 an de la vie de quelqu'un. Là. Fait que je dis merci beaucoup de me donner ma chance pour réussir. Fait que c'est... Et puis là, tu as ta collègue, puis tu as l'autre, et là. Puis tu as bien fait de relater vraiment les deux situations. Puis qu'est-ce qu'elle dit, celle qui avait comme refusé? Elle a-tu comme... Elle était vraiment gênée, puis c'est elle qui m'a accordé. Elle dit, écoute, moi, si je t'accordais, je l'avais appelée pour voir si elle allait te donner. J'ai dit, non, je me rappelle très bien. Réponse de fonctionnaire. Oh là là là. J'ai dit, vous avez fait aucun appel téléphonique, vous l'avez accepté sur les champs. Fait que la morale de l'histoire, donnez les chances à des enfants qui veulent réussir parce qu'elle, ça n'aurait pas rien changé dans sa vie. Ça peut décrocher un enfant, puis on n'a pas besoin de ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Il ne faut pas avoir peur de le dire ou qui prennent des fois des mauvaises décisions. Des fois, c'est une mauvaise journée que la personne est là. Mais quand ton travail fait en sorte que tu fais une différence ou que tu peux faire une différence dans la vie de quelqu'un, tu fais du déménage, tu as une mauvaise journée, ça ne changera pas la vie de personne. Mais quand tu as un pouvoir décisionnel puis que tu as une mauvaise journée, ben, il faut qu'on se rappelle qu'on a quand même malgré tout une mission puis on a quand même quelque chose à faire. Mais comme quoi, la vie t'a ramené ça sur un plateau d'argent pour pas faire de jeu de mots. Puis là, tu avais cette solidité-là parce que tes racines, c'était comme bien ancré. Ouais. Tu sais, là, tu étais plus vieux et tout ça, puis tu savais où tu t'en allais. J'avais une carrière, j'avais mon carrière, puis je savais où je m'en allais. Là. Puis aujourd'hui, ton cercle d'amis, tes collègues de travail, comment tu te sens dans maintenant ton pays d'accueil, ton chez-toi? Écoute, je suis le gars le plus chanceux au monde parce que j'ai des collègues vraiment formidables, que ce soit les chirurgiens, les médecins, ils sont vraiment, vraiment très gentils. Mes collègues de travail, je les adore. Si je gagnerais 6,49, 70 millions, là, j'ai partagé avec tout ce monde-là. Tu ne peux pas acheter non plus. C'est de l'amour. Je ne sais pas comment partager mon amour avec ce monde-là parce que quand mon livre a sorti, on a les premières journées qu'on a mis comment on appelle ça, là, les premières journées qu'on met sur le marché. Là, le lancement. Le lancement, j'ai fait ça à l'hôpital. Mais j'étais tellement touché en voyant tout ce monde-là
qui sont intéressés à ton histoire. Oui, puis je dis, my God, je suis tellement touché, je ne peux pas expliquer. Puis si je pouvais donner l'amour que je le sens à ce monde-là, là, je donnerais. Puis j'aimerais ça qu'ils sachent, qu'ils s'assoient comme médecin, qu'ils s'assoient technologue ou assistant technique ou préposé ou l'infirmière, sont toutes, il n'y a aucun qui sont, je l'aime pas, je les adore. Puis je suis vraiment bien entouré, puis je me sens vraiment gâté de la vie. Puis là, tes parents que là, tu peux pas tout le temps voir parce qu'eux sont toujours Oui. là-bas. Malheureusement, la vie, ça peut être jamais parfait. Mon père, il a toujours dit. Il dit jamais à 100% parfait. Puis c'est ça que, malheureusement, c'est ma vie. Ils pourraient jamais venir habiter ici parce qu'ils sont très âgés, puis apprendre le langage, puis tout ça. Moi, je ne peux pas aller habiter en Iran parce que ma carrière, les enfants sont ici. Ben oui. Mais je suis content de pouvoir le voir. Puis ton frère, tu as revu ton frère aussi? Mon frère le plus jeune, oui, il est venu finalement, après 7 ans, j'ai eu un membre de famille qui est venu ici, qui est parti à Vancouver maintenant parce que c'était plus facile pour lui. L'effet que français est très difficile. Plus on est âgé, on vient ici, plus c'est difficile à s'adapter. Ah. Plus on est jeune, on a l'éponge est capable de... Fait qu'il trouvait ça un peu rough, la langue en français. Puis en Vancouver, il y avait un des amis était là, puis il voyait l'opportunité mieux pour lui. Donc là, c'est l'amour des parents à distance, donc en prendre soin un petit peu en distance. Une chance que la technologie maintenant, oui, ça fait une grosse différence. Ça, c'est vraiment fun. Justement, quand je m'en venais, ma mère, elle voulait le voir en live, mais moi, je conduisais. Fait que là, j'ai laissé un message vite. J'ai dit, écoute, je suis sur la route. Puis, c'est ça. Mais elle doit être fière de son choix, elle doit être contente de son choix, tes parents, d'avoir décidé ça, d'avoir fait ça un peu à ton insu. Ma mère, elle a dit qu'ils ont posé la question si elle regrettait. Puis, elle dit que oui. Ah oui? Si c'était à refaire, elle ne le referait pas. Non, parce qu'elle dit que je suis très content. Je suis vraiment content que mon garçon il a réussi. Mais c'est comme si il a jamais... je l'ai pas vu. Je l'ai pas senti, mon enfant. Tu comprends? Je sais que quand j'ai quitté l'Iran, pendant au moins 4-5 ans, elle refusait de donner mes linges. Elle gardait pour les sentir. Ah, bien, je comprends tellement. C'est s'arracher le cœur. C'est pour ça, moi, c'est vraiment l'essence de ton histoire. Tu sais, moi, je me suis mis dans la position d'une mère qui disait, est-ce que je le ferais pour mon enfant, pour sa survie? Oui, mais c'est de s'arracher le cœur. Oui. Puis la pandémie, je suis content. La pandémie nous a appris beaucoup de choses. Entre autres, apprécier nos parents. Parce qu'à un moment donné, il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas voir leurs parents, justement, qui étaient dans le foyer d'âge, tout ça. Puis, quand ils ont vécu ça, là, ils sont capables de le sentir plus touché, cette histoire-là, comment c'est difficile de ne pas voir, de ne pas pouvoir tes parents. Puis, dans leur cas, c'était juste 2 ans, 1 an et demi. Puis, ils savaient qu'à un moment donné, la pandémie, ça finit, puis tu vas y voir. Mais dans mon cas, je ne savais même pas un jour si on va y voir. Non. Puis il y a des personnes âgées qui, avant la pandémie, puis encore aujourd'hui, puis après, ça fait des fois, ils passent des années seuls dans des résidences. Puis ça, c'est triste. Puis si on est capable d'aller voir, aller voir, parce que les parents, on a juste un. On n'a pas des dizaines. Non, exactement. Il faut apprécier leur présence, il faut le voir, parce qu'ils n'ont pas longtemps, ils ne sont pas éternels. Là. Non, nos parents, c'est tellement important. Oui. Alors, moi, je suis une enseignante à Chine, donc à chaque fois que j'ai un invité, je lui remets toujours un diplôme. Okay. Alors, donc, je vais te remettre ton diplôme. Alors, certificat d'engagement décerné à Afshin Kazemi pour avoir bien voulu partager son histoire exceptionnelle, pour son courage, sa détermination et son instinct de survie hors du commun, pour sa résilience et la capacité dont il a su faire preuve tout au long de son parcours, parce qu'il est un exemple marquant pour tous les immigrants, pour l'espoir qu'il a su semer à travers son vécu
pour l'atteinte de ses objectifs malgré les difficultés qu'il a su surmonter, pour la détermination avec laquelle il a persévéré à apprendre le français, pour sa reconnaissance évidente envers le peuple québécois qui l'a accueilli, parce qu'il a su reconnaître la dévotion et l'amour d'un père adoptif, parce qu'il a appris à continuer de se laisser bercer par sa mère malgré la distance, parce qu'il est la preuve vivante qu'une mère fera tout pour son enfant, même si ce tout lui demande de se séparer peut-être à jamais de ce qu'elle aime et chérit le plus au monde. Oh my God. Merci, Afshin Kézénie. C'est moi qui te remercie. Hey, je vais regarder ça longtemps. Oui, c'est le diplôme de ta vie. Merci. Vraiment, merci vraiment, Afshin, d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis vraiment contente que ta bonne étoile te soit... t'ait permis de venir ici au Québec parce qu'on a une autre personne de cœur dans notre système de santé. Il y en a plusieurs, puis j'en ai une personne vraiment de grand cœur devant moi. Je te souhaite vraiment un beau parcours avec ta famille. J'espère qu'on se reverra peut-être dans d'autres occasions, mais je te remercie vraiment, vraiment d'être venu partager ton histoire. Plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir.